dessus, je pense. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce 8e talk de la Product Week. Je vais laisser Hilaire, qui est un de mes éminents collègues, operating partner de Bpifrance, prendre la parole pour ce talk et il va se présenter. Bonjour à tous et bienvenue à la Product Week. On espère que vous passez une bonne journée. Je suis Hilaire Le Gouellec, je travaille au Hub de Bpifrance, qui est une structure d'accompagnement des participations des sociétés qui sont investies par nos fonds. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de la Product Week. On espère que vous passez une bonne journée. On a eu une belle matinée ce matin sur la culture produit. On est un peu en concurrence avec l'apéro. On est entre 17h30 et 18h30. Restez avec nous. On va discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que de mon côté, j'ai travaillé au Bpifrance plutôt en équipe opération. Et aujourd'hui, on va parler de feedback et customer care. C'est donc feedback is a gift, le rôle du support. Et pour ce sujet, on a 2 personnes aujourd'hui. On a Valentin, le CEO de Harvester. Tu peux lever la main. Bonjour à tous. Voilà. Et on a Nicolas Dumont, cofondateur et CPO de Ambler. Alors, on a une belle feuille de route. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de les prendre au fil de l'eau. Et je propose qu'on démarre. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter et puis aussi présenter Ambler? On fera pareil avec toi, Valentin. Bonjour à tous. Donc, oui, moi c'est Nicolas. Je suis cofondateur et CPO d'Ambler. Alors, Ambler, on est une marketplace B2B dans le transport sanitaire. Donc, concrètement, on équipe des établissements de santé, cliniques, hôpitaux d'une plateforme de commande d'ambulances ou de taxis conventionnés pour leurs patients hospitalisés qui doivent sortir ou être transférés. Et de l'autre côté, on agrège une capacité de transport avec des PME ou des taxis pour réaliser du transport sanitaire, du coup. On est une équipe de 30 personnes, on vient de faire notre série Z et au produit, je travaille avec 2 PM, un product designer et on cherche notre prochain product designer. Et ça le reçu, lancez vos candidatures. Valentin, donc CEO d'Harvester, dis-nous un peu qui tu es et ce que fait Harvester. Oui, bonjour à tous, moi c'est Valentin, cofondateur et CEO d'Harvester. Harvester, c'est une solution SaaS de product management qui aide les entreprises à développer les meilleurs produits digitaux et on fait ça en partie en aidant nos clients à construire un processus de gestion des feedbacks utilisateurs robuste, y compris avec le service client. Donc, on a des intégrations avec tout un tas d'outils de service client comme Zendesk, Intercom par exemple. Et on aide à structurer ce process-là de remontée d'informations depuis le support vers le produit et aussi de redescendre d'informations du produit vers le support, dont on va, je pense, parler aujourd'hui. Nous, on est une équipe de 6 personnes et on travaille notamment en étroite collaboration avec Zendesk, dont je viens de parler, parce qu'on fait partie d'un programme startup autour de l'expérience client qui est fait par Zendesk à Station F. D'accord. Merci à vous deux. Je propose qu'on démarre. J'ai l'impression d'être un enterprise sales, mais je vais débuter ce talk par une bonne stat de Gartner. En 2022, essentiellement évidemment pour les grands corporates, Gartner prévoit qu'à 85%, on va passer d'un mode projet à un mode plutôt product-centrique pour les équipes d'application delivery. Alors évidemment, nos amis corpos sont toujours un petit peu plus en retard que les startups et les scale-up. En revanche, un move comme ça, de passer de projet à produit, ça implique quand même beaucoup de choses en termes de friction d'équipe. Plus largement, on se demande du coup comment est-ce qu'on en est aujourd'hui côté scale-up. Et on va commencer plutôt par toi, Nicolas. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter ton organisation et comment finalement le produit joue un rôle au niveau de ton support? Et un rôle plutôt singulier en l'occurrence, puisqu'on en a bien échangé ensemble en amont. Oui, tout à fait. Alors, en fait, nous, on est parti du constat que depuis quand même quelques années, il y a pas mal de choses vraiment belles qui ont été faites au niveau entre le produit et le service client. On pourrait citer par exemple l'exemple un peu de service client d'Amazon, d'Uber, de Zappos, de Trainline qui communiquait vachement bien avec ses utilisateurs sur la remontée un petit peu de fonctionnalités qui avaient été faites. Donc, quand une fonctionnalité avait été demandée par un utilisateur, il la gardait en stock quelque part. Et une fois que c'était implémenté, il tweetait carrément à la personne pour lui dire c'est bon, on a ta solution. Donc, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses et que finalement, le support, c'est quand même un gros vecteur de satisfaction du client. Et donc, c'est un peu la continuité du produit. C'est-à-dire tout ce que le produit doit apporter évidemment en satisfaction, mais tout ce qui échappe au produit, quelque part, c'est rattrapé par le service client. Donc, les deux sont un peu indissociables. Et un peu la façon de voir ça,
chez nous, chez Ambler, on s'est dit, bon, bah, il y a un KPI de boîte qui est extrêmement important, qui est le NPS, le Net Promoter Score, donc à quel point un client va recommander ton produit. Et on s'est dit, qui a un impact sur ce NPS principalement? C'est évidemment le produit, mais c'est aussi le support, parce que le support va pouvoir rattraper des situations qui sont parfois assez catastrophiques. Tu peux avoir une super mauvaise expérience avec ton produit, tu as raté quelque chose, etc., mais le support va te rattraper, va pouvoir un petit peu, même over-deliver, j'ai envie de dire, sur la promesse initiale. Et du coup, tu vas finir par retourner complètement un client mécontent et le transformer en un client content. Donc, tu as un énorme impact sur ce KPI hyper important qui est le NPS. Et du coup, on s'est dit chez Ambler, tout simplement, on va essayer de regrouper les deux au sein d'une même équipe. Et donc, on a fait une équipe produit plus support. En fait, le support fait partie de l'équipe produit. Donc, il est sous moi dans l'équipe produit. D'accord. Alors, concrètement, aujourd'hui, ça se traduit par quel type de profil, par exemple? Par quel type de profil, c'est ça? Ouais. Ouais, alors du coup, effectivement, on a dû aller chercher un profil un peu particulier. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avant chez Blablacar, où il y avait déjà eu un gros effort de mise sur cet aspect-là, et notamment qui avait créé un groupe dédié qui s'appelait Member Voice, qui était un peu la voix des membres, quoi, la voix des utilisateurs du produit, pour générer beaucoup plus de communication entre les utilisateurs et le produit. Et j'ai eu la chance de pouvoir du coup débaucher une ancienne collègue chez Blablacar qui était déjà plus chez Blablacar à ce moment-là, pour créer le Customer Support chez Ambler. Donc c'est quelqu'un qui a un profil c'est un peu la secret sauce, qui a un profil un peu atypique, parce qu'elle a à la fois fait évidemment du Customer Service avant, mais en plus, elle s'est vachement développée sur toute une partie qui est normalement plutôt rattachée à de la User Research, donc beaucoup plus sur la discovery, sur de l'empathie, sur des feedbacks utilisateurs, etc., etc. Donc, elle a vraiment cette double compétence qui pour moi, du coup, est parfaite pour rapprocher encore ces deux équipes, quoi. D'accord. Donc, tu as plutôt trouvé un rôle proche du produit, qui est excessivement proche d'un métier qui est customer-centrique, donc qui capture du feedback avec, on va dire, l'empathie la plus forte et en même temps la compréhension la plus fine sur les enjeux produits. En termes d'impact, autant pour tes clients que pour la team produit au sens large, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu et par définition, qu'est-ce que tu veux particulièrement garder, indépendamment de ce profil qui a l'air génial en l'occurrence? Ouais, bien sûr. Alors, avoir une telle organisation, ça a beaucoup d'impact positif. Alors, en interne déjà, parce qu'on est avec quelqu'un qui connaît toutes les méthodes classiques de pouvoir creuser un problème à fond, aller toujours chercher le quoi derrière le feedback. Donc, on a des remontées pour l'équipe produit qui sont extrêmement quali, qui sont déjà priorisées, qui sont un peu moins biaisées peut-être, parce que pas forcément que focalisées sur la première couche du problème. Et donc c'est vraiment hyper intéressant de ce côté-là. En plus de ça, on crée quelqu'un qui développe énormément de compétences produits. Donc, du coup, c'est un super interlocuteur dans les deux sens. C'est quand nous, au produit, on réfléchit à une nouvelle feature, on peut passer par service client pour avoir un premier filtre assez pertinent pour représenter un peu nos clients finaux parce qu'ils connaissent le truc par cœur. Et en plus, ils vont même pouvoir communiquer en externe là-dessus. Donc, c'est vraiment efficace sur la remontée de feedback pour le coup. Et en externe, c'est un autre gros aspect positif, c'est que en connaissant hyper bien le produit, on va apporter beaucoup plus de satisfaction que juste répondre machinalement avec une macro sur Zendesk à un problème donné. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, on sait ce qui arrive, on sait quelles solutions alternatives on peut trouver pour les utilisateurs, etc. Et donc, on impacte réellement la satisfaction à un niveau vraiment plus important. Donc, in fine, ça touche au fait de remonter le NPS, clairement. D'accord. J'ai l'impression que tu as trouvé une perle rare. Voilà, la cajolet. Indépendamment de ça, du coup, on ne peut pas s'empêcher de penser comment on peut répliquer ça sans nécessairement avoir cette personne. Valentin, de ton côté, Harvester, c'est une solution qui utilise des intégrations au plus proche de certaines applications métiers, notamment celles qui sont customer-centriques. Tu le disais, tu es dans l'incubateur de Zendesk. On comprend très bien qui il y a derrière Zendesk en termes d'utilisateur principal côté startup, plutôt des agents en customer care. On a aussi du customer success. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes organisé et comment finalement ces intégrations au plus proche des applications métiers et connectées au plus large aux produits qui récupèrent un petit peu des feedbacks, évidemment remontés par les métiers, te permet
de répliquer plus ou moins ce que Nicolas a aujourd'hui et finalement comment ça impacte de manière assez bénéfique autant ton équipe produit que celle de tes clients. Oui. Donc, nous, de notre côté, sur la façon dont on est organisé, étant donné qu'on est une équipe encore assez restreinte, on a fait le choix d'avoir tout le monde qui fait du support et qui se relaie au support, à la fois pour des sujets d'organisation, pour pas que ça impacte trop l'agenda d'une personne en particulier, mais aussi parce qu'on voulait justement rapprocher toute l'entreprise et toutes les équipes du client. Et en fait, le support qui est le premier rempart qui s'adresse au client, c'est la meilleure façon pour nous de rapprocher tous les collaborateurs à la fois du client, mais aussi du coup par extension du produit. Parce que parler avec le client, que ce soit sur des problèmes relevés, des bugs, des demandes de fonctionnalités, ça force à comprendre son discours, à comprendre ses besoins. Et ça, c'est bénéfique pour toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit des fonctions business, sales, produits ou même tech qui n'ont pas forcément l'habitude d'échanger avec des clients. Mais par exemple, de mettre une personne qui est de l'équipe tech au support, ça lui permet de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est le besoin derrière les fonctionnalités qui sont développées. Et ça, c'est très bénéfique. Ensuite, sur la façon dont on fonctionne en termes de process, effectivement, pour nous, chaque feedback qui arrive au support, c'est une opportunité d'amélioration potentielle pour le produit. Donc, chaque ticket est traqué et remonte en fait vers la roadmap et trouve sa place dans la roadmap produit. Donc, ça passe évidemment, comme tu l'as dit, par des intégrations. Ça passe aussi, comme ça a été dit juste avant, par éduquer chacun à comprendre qu'est-ce que c'est un feedback, comment on creuse un feedback et comment on ne prend pas ça juste comme une demande de fonctionnalité qu'il faut exécuter ou pas. C'est rentrer dans le détail de quel est ton problème, quel est ton besoin. Et en fait, ça fait des feedbacks du coup extrêmement qualitatifs que le produit peut utiliser derrière. Donc nous, le résultat qu'on a, c'est pour chaque projet de la roadmap, chaque opportunité, on a la liste des tickets associés grâce à nos intégrations. On a les verbatim aussi originaux des clients qui servent de base en fait quand le produit va commencer sa phase de discovery, c'est-à-dire comprendre le problème et aller vers la solution. Et donc, tout ça est traqué de façon assez fine. Et après, ça nous aide aussi à prioriser en fonction de l'occurrence et d'autres critères. Et donc, ce qu'on voit chez nos clients, effectivement, qui fonctionne bien, c'est ça, c'est quand il y a cette communication très forte entre le support d'un côté, le produit de l'autre. Et ça, ça passe nécessairement par faire communiquer les outils dans lesquels chacun travaille pour que, à la fois, chacun évite de perdre du temps à aller dans un outil tiers ou à aller dans l'outil de l'autre. Et donc, on a créé ce pont entre différents outils et ça permet d'améliorer justement cette remontée de feedback et son exploitation derrière par le produit. D'accord. Je pense que ça répond en l'occurrence à la question de Lionel Colo qui se demandait justement comment les métiers pouvaient prioriser en fonction d'un bug, au contraire d'une demande d'amélioration, d'évolution ou simplement d'une incompréhension. Donc, effectivement, c'est l'outil Zendesk sur lequel se base entre guillemets cette intégration. Ça te permet effectivement d'être très seamless sans avoir de nouveaux outils, de s'intégrer dans les workflows métiers existants. Il y a une question pour toi, Nicolas, qui est pas facile, donc n'hésite pas à botter en touche pour le moment, parce que c'est un sujet de vision. Est-ce que tu as déjà imaginé comment ton organisation à date pourrait scaler en utilisant ce profil que tu as aujourd'hui et qui est assez unique sur le marché? Oui, bien sûr. Alors, c'est quand même une très bonne question. J'espère que ça va scaler. Pour moi, la réponse, elle est un peu déjà dans le rôle même du support. Les gens qui font du support aujourd'hui, et je parle plus trop du support vraiment level 1, très très bas niveau, comme on peut l'avoir quand on appelle le service client d'Orange, mais plutôt des profils qui sont un peu plus formés, qui ont un peu plus de sens produit, c'est que ils développent une empathie naturelle énorme avec les utilisateurs. C'est un des critères pour recruter quelqu'un de support. Et donc, c'est des gens qui assez naturellement vont aller vers le produit derrière. C'est pas rare de voir des personnes passer du support vers un peu de l'UX, de la research, etc. Donc, en fait, il y a une vraie volonté de ces personnes-là d'aller vers le produit. Donc après, c'est juste comment est-ce qu'on fait, comment on insuffle un peu comment est-ce qu'on traîne et comment est-ce qu'on insuffle un petit peu cette façon de faire au sein de l'équipe. Et donc, en fait, concrètement, c'est de la formation. C'est tout simplement cette personne qui aujourd'hui dirige le support chez nous est en train de former la prochaine vague de personnes qui vont faire exactement la même chose qu'elle aujourd'hui, mais en étant peut-être plus spécialisée sur certains aspects ou sur certains utilisateurs, etc., pour évidemment scaler avec l'entreprise. Donc voilà, on essaie de répliquer ça en interne avec du recrutement ou de la formation. Ok.
Ok, ok. On voit d'autres questions, on les maintient pour un petit peu plus tard, on avance. Pour le coup, on les récupérera. Vous voyez, notamment sur le triage, c'est assez intéressant, ce sera pour toi, Valentin. Il y a un point que je trouve assez difficile aujourd'hui de trancher, notamment parce que c'est une manière de mesurer le support. On a très clairement au support des problématiques de la compréhension liées au produit. Ça, bon, bah, c'est peut-être le product marketing qui a un petit peu foiré son coup, la compréhension en termes de design. Donc là, ça alourdit un petit peu entre guillemets, le coût d'acquisition pour les utilisateurs. On a des problématiques de bugs, des problématiques d'amélioration de produit, d'évolution. Donc on a deux sujets. Il y a vraiment celui qui, au niveau du support, apporte de la valeur, et puis celui qui vient répondre à un manque de précision dans les explications. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la vision du support en tant que profit center, c'est utopique ou globalement il y a moyen de s'en rapprocher au plus fin? Je pense que dans un certain nombre de cas, c'est tout à fait possible de s'en rapprocher. Nous, je pense qu'on n'est pas très loin de ça, parce qu'on a des experts produits au support. D'ailleurs, ils sont tellement experts qu'ils font pas que du support, ils font aussi finalement de ce qu'on appelle du customer success. Donc, ils font un peu les deux, c'est-à-dire qu'ils prennent en main à partir du moment où on met le produit entre les mains d'utilisateurs, c'est eux qui prennent la relève. Donc, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème ou autre, ils vont être là pour intervenir, que ce soit un bug ou une incompréhension du produit. Alors, ça va derrière, on va évidemment essayer de résoudre la plupart des anomalies produits pour essayer de le rendre meilleur, etc., et les remonter feedback. Mais en plus de ça, ils seront toujours là pour finalement apporter de la valeur. Nous, dans notre métier, c'est hyper important parce qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément très tech-savvy à la base. Et donc, du coup, cette personne-là au support, de par sa connaissance et ce lien-là, va être capable de vraiment être un vecteur qui va nous permettre de passer d'un produit qui est souvent en pilote au début, parce qu'on parle de panier moyen assez élevé. Donc, pour convaincre, on commence souvent gratuitement, on s'installe dans un hôpital ou une clinique, etc. Et on se dit, bah, utilisez Embler gratuitement pendant 3 mois, vous allez voir. Ils utilisent Embler 3 mois, puis après, ils sont totalement, ils ont adhéré à la fois parce que le produit marche bien et à la fois parce qu'il y avait de l'humain en face pour répondre aux problèmes et voire même over-deliver sur des problèmes. Un petit peu, là, on s'est basé sur des choses que font notre boîte, mais par exemple, ça peut très bien arriver que le truc soit mal ficelé, que pour une raison X ou Y, on puisse pas trouver une ambulance. Bah, plutôt que de dire à l'utilisateur, on peut pas vous aider là-dessus, on va faire son boulot à sa place. C'est-à-dire que quelqu'un chez nous va prendre le potin et va lui trouver quelque chose. Donc là, on arrive avec quelque chose où c'est un gros wow effect. Bon, bah, ça, évidemment, ce que ça génère, c'est tout simplement un paying customer. Donc là, ouais, on n'est plus du tout sur un centre de coût, on est en train de créer un centre de profit. Si on associe à ça que le fait d'avoir ça dans la durée, ben, tout simplement, nous, on n'a pas de churn pour l'instant. Je touche du bois, j'espère que ça va forcément nous arriver à un moment donné, mais on ne churne pas. Et si on prend en compte le coût du churn, on pourrait se dire, ouais, en fait, non, c'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit pour moi. Ok. Valentin, c'est quoi ta vision là-dessus? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve, dans ton produit. Tu te rapproches des métiers, tu te noies un petit peu dans leurs produits tous les jours, que ce soit un CRM ou un Zendesk. Tu descends de l'information de produit. D'une certaine manière, tu les enables, tu leur donnes une connaissance. Comment ça se retranscrit, toi, cette vision cost versus profit? Est-ce que ça change une manière de voir le support chez tes clients, ou même chez toi en l'occurrence? Oui, je pense que c'est une autre façon de voir le support et de voir le support comme quelqu'un qui est justement un vrai relais et un vrai moteur du produit. C'est-à-dire plus voir le support comme en réaction par rapport à des problèmes, des bugs, des feedbacks ou autres qui arrivent dans le produit, mais une entité qui peut être justement proactive grâce à la remontée de feedback pour résoudre en fait les problèmes avant qu'ils soient remontés au support. Ce qu'on voit par exemple chez des clients à nous, 360 Learning, pour pas les citer, ils ont réussi à réduire le volume de leurs tickets sur une partie de leurs produits de 20% en prenant en compte justement de façon plus fine les feedbacks qu'ils recevaient sur cette partie du produit. Et donc à partir du moment où on réduit le volume de tickets, on réduit forcément la charge du support, on réduit des coûts et par extension, on a aussi un impact en tant que centre de profit. Donc, je pense que ce qui est peut-être pas suffisamment adressé aujourd'hui, c'est changer peut-être un peu les métriques aussi par lesquelles on va évaluer son service client, où c'est beaucoup de NPS, de CSAT, etc., qui finalement sont pas des métriques qui prennent en compte vraiment la notion de revenu ou de coût. Et peut-être que changer ça justement et de mettre en face l'impact que le support a sur le produit, ça peut un peu
ou même carrément changer la façon dont on perçoit le service client. Donc, il y a aussi ce que Nicolas citait, c'est-à-dire au-delà de réduire le nombre de tickets, d'améliorer son produit, c'est le churn, forcément. Quand on a une meilleure remontée d'informations depuis le support vers le produit, on est mieux capable d'anticiper sur les besoins des clients, de développer des fonctionnalités qui répondent mieux aux besoins. Et donc, les clients, assez naturellement, churnent moins. Et le churn, c'est le nerf de la guerre pour un certain nombre de business comme le nôtre. Donc là aussi, le support a un rôle extrêmement important à jouer. Ok. On a une question plus ciselée, même très précise. Je vais la dire et puis derrière, je vais simplement la remettre dans le contexte d'une question un petit peu plus large. Je pense que je vous laisserai répondre l'un et l'autre. C'est la question de Jean-Claude, Culture Agile Grosjean, beau surnom. C'est comment se passe globalement le triage, les points de rencontre avec les PM, les équipes de dev, la fréquence, priorisation de l'outil. On est en train de parler en fait de comment concrètement les choses se passent. J'aimerais élargir en fait cette question sur un point plus simple en fait, c'est comment se passe la collaboration en fait sur vos deux modèles. Nicolas, on va commencer par toi. Moi, il y a quelque chose que j'ai repéré dans mes expériences passées et même encore aujourd'hui quand on échange avec différentes sociétés. Il y a au niveau des métiers qui interagissent avec le produit et les devs une certaine forme d'incompréhension sur les arbitrages, les décisions qui sont faites au niveau du produit en termes de priorité. C'est pas forcément facile en l'occurrence parce qu'il y a des asymétries de priorité, de temps. C'est aussi un problème culturel parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations qui peuvent être techniques. Comment ça se passe chez toi, compte tenu du fait du côté un peu hybride de ton profil, et aussi en termes de transparence et de communication? C'est une vaste question. Alors déjà, effectivement, donc, comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on aligne tout le monde sur une roadmap? J'ai envie de dire, ça commence pas vraiment par la roadmap. Chez nous, en tout cas, ça commence plutôt par des OKR de boîte. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est se dire c'est quoi les top 5 objectifs de la boîte pour les 6 mois à venir. Et derrière, on le découle en objectif de team et puis en objectif individuel au sein de la team. Donc déjà, ça c'est le premier maillon, c'est que tout le monde doit plus ou moins aller dans la même direction. Et donc on peut du coup facilement faire des arbitrages en se disant mais est-ce que ça impacte mes OKR et donc les OKR de la boîte, etc. Et ensuite, effectivement, la roadmap produit, du coup, c'est faire rentrer, c'est voir tous ces OKR de boîte et voir où est-ce que le produit intervient sur l'ensemble des OKR. Et donc, en fonction de ces priorités-là, les faire. Donc là, j'ai envie de dire, nous, on a divisé un peu la bande passante, enfin la roadmap produit, en un peu deux parties. Une partie qui est vraiment pour ces projets stratégiques qui sont du coup liés aux OKR. Et on a réservé une bande passante pour tout ce qui est plus tactique, one shot à faire pour un client, etc. Ou remontée de bugs, support, etc. Donc un peu le continuous improvement, une petite nouvelle feature, etc. Donc sur la première partie, effectivement, le rôle du support est important parce qu'il nourrit la réflexion de comment est-ce qu'on construit les OKR de la boîte, évidemment, parce qu'il y a une partie bottom-up là-dessus. Hein. Voici les plus gros problèmes des utilisateurs, donc du coup, il faut les faire rentrer dans un objectif de boîte, mais à la fois, c'est aussi top-down avec où est-ce que la boîte veut aller. Donc, ça, c'est une évidence. Donc là-dessus, ça, c'est le premier point. Et effectivement, sur la deuxième partie, qui sont les projets un peu plus run, tactique et tout ça, là, il y a plusieurs façons de faire. Là, un framework, par exemple, qui pourrait être intéressant, c'est le framework RICE qu'on utilise parfois. Donc là, l'idée, c'est tout simplement... on met tous les feedbacks au même endroit et on regarde un petit peu à la fois si on résout ce bug ou si on fait ces nouvelles fonctionnalités, en gros, combien de personnes elle va toucher. Déjà, est-ce qu'elle va toucher beaucoup de personnes ou pas? Deux, est-ce que ça va avoir un impact important ou pas? Donc, pour ces personnes-là, est-ce que ça va résoudre un très gros problème ou est-ce que ça va résoudre un petit problème? Et ensuite, bon, on va regarder un petit peu le degré de confiance qu'on a sur le fait qu'on peut résoudre le problème, parce que parfois on identifie des gros problèmes et on n'a pas vraiment de solution. Donc il faut aussi mesurer le fait que notre solution va vraiment répondre à 100% du problème ou à une petite partie du problème. Et enfin, on va saisir l'effort qu'il faut d'un point de vue tech pour faire ça. Et ça, c'est un bon framework de priorisation. Enfin, ça marche pas dans tous les cas, mais ça permet un petit peu, voilà, d'essayer de mettre un certain effort. C'est pas non plus de la science. Il y a forcément un petit peu un moment de discussion autour de ça, mais au moins la méthodologie est claire et elle est partagée. Et là-dessus, donc du coup, que ce soit pour les OKR ou pour cette façon de prioriser, c'est quelque chose sur lequel toute la boîte
connaît le framework et on sait pourquoi on le fait. Et le dernier aspect hyper important de ça, c'est d'être hyper transparent. Donc, nous, la roadmap est totalement disponible, visible pour tout le monde. On communique tous les mois sur l'avancée des OKR de la boîte et sur l'avancée de la roadmap, du coup. Et on parle des priorités pour le mois d'après. Donc, on peut, à ce moment-là, retomber dans des questions et dans de l'éducation sur le pourquoi du comment. Je sais pas. C'est évidemment pas parfait et ça n'adapte pas tout le monde, mais voilà un petit peu comment nous, on essaie d'attaquer ce problème. D'accord. Donc ça, tu as dit un mot-clé que je trouve intéressant, tu as parlé de transparence. Valentin, sur ce sujet un peu de relation du customer care au feedback et donc par extension au produit, il y a quelque chose qui arrive assez souvent, c'est voilà, on remonte de l'information au product et côté métier, que ce soit sales, pré-sales, customer care, on a une certaine forme d'attente de descente, redescente d'informations. Alors au sens large, évidemment, à toute l'équipe, quand il s'agit de faire une product release et de parler de prochains objectifs, ou peut-être au sens plus custom, peut-être même centrique métier. Est-ce que ça, c'est quelque chose que ton outil aujourd'hui permet de faire? Est-ce que c'est quelque chose que tes clients ont expérimenté? Est-ce que toi, par extension, sur ton propre support, par tes intégrations, tu pousses de l'information de product précise pour renforcer, par exemple, la capacité du métier, un support, par exemple, à mieux répondre à une demande ou une nouvelle demande? Oui, alors le sujet de la communication, effectivement, c'est un sujet très important, à la fois produit versus, vers le support, mais produit vers les autres fonctions de métier aussi, qui en général pose difficulté dans les organisations, surtout quand tu grossis, que tu as plusieurs équipes, de nouvelles équipes qui apparaissent, de nouvelles personnes à onboarder. Donc l'aspect release note générique pour l'entreprise est important, l'aspect avoir une roadmap à un endroit qui peut être accessible et consultable par tout le monde, c'est aussi important. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, même quant à ça, ce qui se passe souvent, c'est que soit une release note, je peux la rater parce que ça passe dans un mail, je ne lis pas forcément. La roadmap, est-ce que je vais forcément faire l'effort d'aller sur la roadmap pour consulter et trouver la fonctionnalité qui m'intéresse? Et est-ce que je vais la trouver in fine? Donc ça, c'est le genre de difficulté qu'on voit pas mal, d'une part que nous, on a rencontré et qu'on voit aussi au sein de nos clients. Du coup, on s'est dit comment on peut effectivement apporter l'information directement au métier dans l'outil qu'ils utilisent tous les jours, parce que c'est là qu'ils s'attendent à avoir l'information. Donc tout bêtement, quand une personne du support envoie un feedback vers le produit, il ne faut pas que ce soit la boîte noire. Et je crois que j'ai vu passer d'ailleurs une remarque, une question dans le chat par rapport à ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on envoie le feedback et puis on n'a jamais l'info en retour. Donc, nous, on a sur nos intégrations la possibilité effectivement de renvoyer l'information sur qu'est-ce que devient ce feedback dans la roadmap directement dans l'outil du support ou dans l'outil du métier. Et on se rend compte que c'est peut-être la meilleure façon en fait pour l'agent d'être au courant de ce qui se passe parce qu'il n'a pas d'effort à faire à aller consulter ses mails ou à aller consulter une roadmap. Il a directement l'information dans son outil et aussi de façon contextuelle dans le ticket jusqu'au ticket qui contient le feedback en question. Et ça permet de fluidifier en fait cette communication. Ça permet au produit de très rapidement donner l'information sur tel feedback que tu nous as remonté, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on le fait pas. Et à partir de là, l'agent il a l'information et il est capable de délivrer une meilleure expérience, une meilleure information aussi à ses clients. J'en profite, je vois une question de Thomas Thieffry. Là, tu as approché le sujet de la feedback loop. C'est quoi pour toi la parfaite feedback loop, Nicolas? Et je pense qu'on posera la même question aussi à toi, Valentin. La parfaite feedback loop, du coup, c'est un problème utilisateur qu'on a bien identifié, bien logué, qui ensuite a été remonté et sur lesquels ont bossé du coup des designers ou en tout cas les responsables de la product discovery pour créer la solution. C'est définir la solution, potentiellement c'est même montrer la solution ou expliquer la solution aux utilisateurs avant même de l'implémenter, avoir un retour là-dessus, que ça parte en dev rapidement et quand c'est fait, recommuniquer sur les personnes qui ont demandé ce feedback que ça a été fait et que du coup ils sont écoutés et que tout a été pris en compte. C'est assez trivial ce que je viens de dire, mais je pense que quand ça marche, ça marche très bien. En l'occurrence, Valentin, là-dessus, tu as des choses à rajouter? Il y a quelque chose de particulier que tu as vu autant chez toi ou chez une partie de tes clients qui ont réinventé peut-être une partie de tes feedback loop avec Harvester?
Ouais, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que la feedback loop parfaite, en fait, c'est la loop qui casse nulle part. Parce que le risque, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a une déperdition d'informations, soit parce que le feedback n'est pas remonté, soit parce que l'info n'est pas redescendue dans l'autre sens depuis le produit vers le support. Et je rajoutais peut-être, c'est une boucle qui donne le bon niveau d'information à la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire donner le bon niveau d'information au support une fois que le feedback est remonté, où est-ce que c'est dans la roadmap. Est-ce que la fonctionnalité en question est déjà planifiée? Quel est son statut? Et après, quand ce statut change et quand l'information évolue, pouvoir renvoyer l'information à la fois au support et avec le bon niveau de transparence aussi selon ce que souhaite l'entreprise à son client. Et je reviens effectivement sur l'exemple qui a été donné au début par Nicolas sur Trainline, anciennement à l'époque Captain Train, qui avait justement populariser cette notion de revenir vers les clients, peu importe combien de temps après, que ce soit 6 mois, 1 an, pour montrer que le service client est vraiment à l'écoute et que le produit est aussi vraiment à l'écoute. Et une parfaite feedback loop, je pense que c'est réussir à faire ce qu'a fait Captain Train en termes d'impact assez incroyable sur le service client et sur l'image de marque. On continue un petit peu sur cette levée de capot, sur comment vous fonctionnez l'un et l'autre, pour terminer notamment sur la question de Jean-Claude sur le triage. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier dans votre manière de trier ces feedbacks, une manière particulière, notamment aujourd'hui avec cette culture remote qui a complètement explosé avec, on ne le citera pas, les derniers événements. Est-ce que vous avez mis un point de rencontre particulier, une manière particulière de travailler ce triage et par extension donc aussi de le communiquer? On commencera par toi, Nicolas. Nous, on n'a pas fait quelque chose de particulier à cause du remote, puisqu'on avait on centralisait déjà tous les feedbacks. Alors nous, c'est dans un Notion, en l'occurrence, on n'est pas encore très bien équipé. C'est peut-être le moment d'ailleurs de mettre un outil un peu plus intégré comme pour aller à Harvester. Mais du coup, tout le monde peut aller dans le Notion, rajouter un feedback. On a des templates prédéterminés pour guider les personnes sur comment remonter un bon feedback. C'est pas juste il y a un bug là, oui, mais quel device, quel navigateur, est-ce qu'il y a un screenshot, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, etc., etc. Pour un bug et pour une nouvelle feature, c'est pareil. Donc on les guide vachement là-dessus et en fait il y a un PM qui va être assigné par défaut en fonction de par exemple du composant, si ça touche à telle partie du produit ou telle autre partie du produit, qui va pouvoir faire un retour très rapide déjà sur soit on a besoin de plus d'infos, soit on va directement essayer de spotter un peu ce truc-là et lui mettre une première place. En fait, on va le mettre dans une liste priorisée déjà, priorisée un petit peu encore, pas parfaitement, mais en grosse maille où elle se situe par rapport aux autres feedbacks et tous les mois ou un peu plus, on va review cette liste pour reprioriser et là, pour le coup, les faire entrer dans cette partie de roadmap qu'on alloue en fait au continuous improvement, au small improvement. D'accord. Et alors, il y a un challenge peut-être encore plus intéressant qui me fait un peu revenir sur ce que fait ta solution, Valentin, c'est que en permettant au métier de remonter de manière hyper qualitative et sans doute beaucoup plus rapide du feedback, on imagine assez aisément que l'exhaustivité des feedbacks qui auparavant pouvaient se perdre est quasi assurée. Donc, on a un gros volume potentiellement de feedback de votre côté grâce à votre solution. Est-ce que ça t'a posé un certain nombre de problèmes, autant chez tes clients que chez toi, ou même des opportunités pour améliorer ce point de triage? Concrètement, comment ça se passe chez vous aujourd'hui? Nous, ça nous permet de regarder assez facilement déjà l'occurrence d'un problème sans avoir forcément à refouiller dans l'outil support. Une on vision peut l'avoir vraiment directement au niveau de la roadmap. Donc, combien de feedback on a eu sur tel problème. Donc, après, sur le principe, c'est un peu comme ce qu'expliquait Nicolas, c'est-à-dire qu'on agrège les feedbacks dans des problèmes ou des projets, des opportunités sur lesquels on travaille dans la roadmap. On les lie à un objectif en général. Qui nous est un peu lié à notre tunnel d'acquisition SaaS, c'est-à-dire est-ce que ça contribue à l'acquisition, est-ce que ça contribue à la rétention. On va regarder ce qui va bloquer potentiellement des ventes et en fonction de la phase dans laquelle on est, on priorise plus ou moins tel ou tel sujet. Et après, il y a aussi
de l'impact is scoring qui rentre en compte, donc quel impact, quel effort. Et on va essayer de regarder aussi au-delà de combien on a reçu de feedback, quelle part de nos utilisateurs et de nos clients ça peut impacter plus globalement. Et ensuite, on priorise ça en ayant là aussi, un peu comme Nicolas, une partie qui est toujours réservée à différents types d'améliorations dans la roadmap, c'est-à-dire à la fois des gros projets, mais aussi des choses qui sont plus de l'ordre de parfois même de l'anecdotique. Surtout que on se rend compte que le fait de résoudre parfois certains feedbacks qui peuvent être des choses rapides à faire avec un impact intéressant ont aussi un impact significatif en termes d'expérience client. Si on est réactif sur un feedback, et en particulier on regarde ça sur les prospects, et par exemple les gens qui sont sur un essai gratuit, on va toujours essayer de regarder régulièrement, quelles sont les entreprises qui sont en essai gratuit chez nous aujourd'hui, est-ce qu'elles ont fait des feedbacks, est-ce qu'on peut intégrer ça rapidement, et ça aide. Et là, on revient sur comment le support peut être un centre de profit. Ça aide à convertir potentiellement des prospects qui vont se dire, là, j'ai affaire à un service client. Il y a une équipe produit qui est vraiment à l'écoute et qui est capable d'intégrer des choses rapidement pour répondre à mes besoins. Ok. On reste sur le support. Il y a une question qui remonte. C'est celle de Romain Selmetti. Je la lis. Il me semble qu'un risque de donner trop de poids à la parole du support et de trop focaliser sur des bugs et des évolutions mineures. Comment l'un et l'autre vous assurez finalement la balance entre ces éléments et la stratégie produit au sens large avec les nouvelles features dont on en parlait, c'est les asymétries de priorité, d'enjeux et de compréhension. Qu'est-ce que vous avez mis en place l'un et l'autre par rapport à ça pour donner toute sa place au support, mais lui expliquer aussi qu'à un moment donné, il y a d'autres enjeux. Nicolas, vas-y. Ouais, effectivement, ce qui est dit est très très vrai parce qu'il voit finalement que le lot des utilisateurs qui sont pas contents, mais ils voient pas déjà la majorité silencieuse potentiellement qui est très contente d'un truc qui marche. Donc c'est vrai qu'il y a un gros risque un peu de faire un peu comme disait Henry Ford, le fait si j'avais demandé aux utilisateurs ce qu'ils voulaient, j'aurais fait des chevaux plus rapides. C'est vrai. Et donc du coup, comment est-ce qu'on résout ça? C'est là aussi où faire une remontée quali du support, c'est bien, mais ça enlève pas le travail d'un PM, et ensuite de se dire ok, est-ce que c'est vraiment ça la meilleure solution? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses à faire? Donc on va le résoudre vachement nous avec justement cette espèce de double roadmap, j'ai envie de dire, enfin en tout cas de bande passante dédiée à faire du projet strat et du projet pas strat. Alors, dans le lot il y a des supports, il y a des remontées où en fait la réponse ça va être hyper intéressant et ce truc-là on va le faire en même temps qu'un gros projet dans X mois. Donc pour l'instant on le fait pas. Et dans le lot il y a des trucs qu'on va vouloir faire un peu plus vite. Et là ça va passer effectivement dans cette bande passante un peu dédiée à ce continuous improvement. Toi, Valentin, concrètement, ça se passe comment? Effectivement, le support, c'est un indicateur parmi d'autres qui guide la priorisation. C'est vrai que c'est pas parce qu'on reçoit une requête du support que on va l'implémenter tel quel. Je pense que c'est avant tout l'idée d'identifier des problèmes, parce que c'est principalement des problèmes en fait qui sont remontés par le support, et de faire le lien justement avec les projets qui sont déjà dans la roadmap et de mettre en face, voilà ce qui vient du support, voilà l'objectif auquel ça répond, voilà l'impact vraiment que ça peut avoir, voilà ce qui vient potentiellement de l'équipe commerciale, et de mettre tout ça de façon transparente, tous ces critères les uns à côté des autres. Ça permet de donner sa place à chaque critère, et aussi d'avoir un alignement sur les décisions qui sont prises, en étant effectivement sûr qu'on ne donne pas trop d'importance uniquement au support, parce que c'est pas ça le sujet, et que ce soit bien réparti en termes de priorisation. Une autre question de Jean-Claude que je trouve intéressante. On fait une légère digression, mais par extension aux équipes support, on a le reste des équipes internes dans vos sociétés respectives. Comment ça fonctionne chez vous, la priorisation du backlog de l'équipe au sens large, qui vous remonte des demandes peut-être qui sont très urgentes? La pression est d'autant plus forte que tout le monde en interne a bien compris que c'était un sujet qui était problématique. Pour autant, il peut y avoir une vision, encore une fois, asymétrique, différente sur le sujet de la part du produit. Comment vous le traitez ce point-là? Est-ce qu'il y a un process particulier? Comment vous gérez la capacité du dev? Est-ce que vous avez une alerte immédiate pour un peu calmer tout le monde? Est-ce que vous avez
des best practices ou même des cas de figure chez vous qui sont arrivés récemment. Nicolas? Alors nous, ce qu'on essaie de faire par rapport à ça, alors on a un seul cas où il y a une communication directe avec les devs et où c'est un bug majeur, un bug vraiment bloqueur sur quelque chose. Et c'est là où moi, de par mon organisation, j'ai un peu de chance, c'est que j'ai une équipe qui est suffisamment au support, qui est suffisamment bien formée pour faire la part des choses entre ce qui est vraiment de l'ordre du bloqueur et ce qui est de l'ordre du bug chiant, mais qui peut attendre. Et du coup, ça c'est channel Slack en direct et c'est on arrête ce qu'on est en train de faire et on va fixer ça. Ça bypass tous les process. Sur ce channel, il y a quand même un PM qui surveille. C'est-à-dire, ça peut arriver que de temps en temps, il y ait une demande qui soit remontée en étant hyper urgente et qu'on dise ah là c'est pas forcément le truc le plus urgent, on va se poser un peu, on va réfléchir, mais en tout cas on change le process. Donc ça c'est le seul cas de figure sur lequel on bypass tout le reste. Et sinon, nous on a, après c'est sur l'organisation avec la tech, mais nous on fait un peu des grooming, des sprints d'une semaine pour garder un peu ce côté hyper agile de se dire ok, ben là, il faut qu'on s'interrompe parce que y a tel truc qui vient d'arriver et qui est hyper urgent. Et il va falloir qu'on le fasse passer, quoi qu'il arrive, quitte à prendre un peu de retard sur ce gros projet qu'on va un petit peu mettre de côté le temps que ce soit résolu, quoi. Mais ça reste quand même assez rare parce qu'on arrive toujours à trouver, au sein d'une équipe, on a toujours quelques personnes qui vont… On peut pas tout… Enfin, il faut paralléliser dans les équipes tech, quoi. Tout le monde ne peut pas bosser sur un même gros projet. Donc, de toute façon, il y a toujours, à un moment donné, des personnes qui sont en train de bosser sur un truc sur de longs cours et d'autres qui sont en train de bosser sur des trucs un peu plus besoins, urgents, etc. On a même du coup un dev par semaine dont le boulot c'est un peu tous ces petits problèmes qui arrivent urgents, des redressements sur des redressements, enfin des trucs un peu plus manuels, un peu plus et qui en fait dont le boulot c'est d'être hyper disponible pour des demandes, quoi, sur cette semaine-là. Valentin, pour compléter, tu as des choses différentes à compléter sur comment tu traites les sujets d'équipe, les feedbacks d'équipe et de priorité. Les sujets, je pense que l'aspect priorisation, transparence sur le process de priorisation et avoir des rituels, notamment sur la roadmap, quand on planifie la roadmap, pouvoir à nouveau entendre la voix de chacun sur les idées qui sont proposées dans la roadmap et les projets qui sont proposés, c'est important pour justement éventuellement faire émerger des demandes qu'on n'avait pas vues et les discuter directement avec les différents métiers. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que on fait un maximum confiance au métier. Par exemple, si j'ai mon commercial qui me dit moi, d'après mes discussions, je vois que tel ou tel problème est vraiment un sujet important pour l'acquisition. À un moment donné, au lieu d'avoir un processus de priorisation uniquement froid, rationnel, avec des critères, on dit aussi on te fait confiance et on teste ça, on priorise ce projet et on voit ce que ça donne. Et ça permet aussi, je pense, de responsabiliser derrière chacun sur les besoins qui seront remontés par la suite en ayant une preuve et une démonstration concrète de qu'est-ce que c'est un besoin qu'on vient de prioriser parce que tu l'as remonté dans la roadmap et l'impact que ça va avoir derrière. Je pense que l'impact, montrer justement et suivre l'impact, si on veut aller un peu plus loin, des projets qui sont lancés et derrière lesquels il y a un feedback, ça permet aussi de montrer à chacun, on a priorisé tel projet pour telle et telle raison, potentiellement parce que ça a été remonté de façon prioritaire par un métier, voilà ce que ça a été l'impact. Si c'est positif ou si c'est négatif, ça permet d'apprendre et ça permet à chacun aussi d'être meilleur la prochaine fois. Je regarde un petit peu la liste de nos questions. Est-ce que… alors, je remonte un petit peu. J'ai vu une question qui était intéressante et un peu plus large. Alors, effectivement, question de Tiffany Dubois. Tu prenais l'exemple de Capitaine Train, Nicolas, et de toute façon aussi Valentin, puisqu'on a tous vécu l'arrivée de Capitaine Train. Pour être génial. Comment aujourd'hui l'un et l'autre vous essayez de coller à ce qu'ils ont lancé sur ce suivi du feedback, quitte à ce que le timing soit complètement déconnant, mais au moins on leur a fermé, on aura recontacté la personne, mais sur son fil Twitter. Concrètement, dans vos organisations respectives, ça se passe comment? À qui et comment vous allez donner la réponse du produit une fois qu'un feedback a été
a été donné. Ce que disait donc Tiffany, c'est qu'on a l'impression que c'est une bouteille un peu envoyée à la mer. Comment vous répondez à cette sensation aujourd'hui l'un et l'autre? Nicolas? Ouais, alors ça va être assez différent en fonction de si on parle de beaucoup de personnes ou pas. Typiquement, dans une boîte B2C, effectivement, on va faire un mail générique et ça fait un peu bouteille à la mer. Nous, en B2B, on a un nombre de clients qui est relativement plus restreint et qui nous permet du coup plus facilement de targeter parfois avec un mail spécifique dédié ces personnes-là, ou voire même de passer un coup de fil, si ça vaut le coup. Valentin, de ton côté, coup de fil, texto? Nous, de notre côté, pas texto, non, pas pour le moment, mais ce qu'on fait, c'est que avec nos intégrations, on a la liste à chaque fois des clients qui sont liés d'une façon ou d'une autre à une fonctionnalité, et soit on répond via directement le service client, donc en reprenant la conversation initiale qu'on peut rouvrir de façon assez automatisée pour revenir du coup de façon personnalisée vers le client. Je suis d'accord, effectivement, si tu commences à avoir du volume, c'est embêtant, mais nous, on s'impose un peu cette contrainte parce que on pense que justement, en termes d'expérience client, c'est très positif et en même temps, ça permet de revenir de façon contextuelle aussi en revenant sur le feedback original qui aide à la compréhension, je pense, pour le client de qu'est-ce qui a été fait et comment on a répondu à ton feedback. Parce que parfois, on répond à un feedback d'un client, pas forcément en développant la fonctionnalité qu'il attendait, si on raisonne en termes de problème. Et donc, ça permet de recontextualiser un peu. Et après, ce qu'on fait sur, par exemple, des feedbacks qui viennent des commerciaux, c'est que là, c'est la personne qui est en relation avec le client ou le prospect d'ailleurs, parce que ça permet aussi de revenir plus tard vers des prospects qui va revenir vers la personne en question pour lui annoncer la bonne nouvelle de façon personnalisée. Et ça permet parfois de relancer des discussions justement commerciales quand on a une feature qui manquait avant. On est sur du suivi opérationnel un peu resserré. Ça fait partie des points où on peut être des wins énormes pour ces utilisateurs. Mais c'est pas facile. Excessivement exigeant, je pense, vis-à-vis de son organisation et des produits et des efforts qui sont mis en place. J'ai envie un peu de reprendre notre fil rouge et on terminera, je pense, avec le reste des questions. L'un et l'autre, aujourd'hui, vous avez une expérience assez significative sur l'articulation du produit et du support. Je pense qu'on s'endort en rêvant de certaines améliorations. Nicolas, si tu devais rêver d'un truc, mais qui honnêtement serait actionnable à 1 an, 2 ans, pour plus faire exploser tes stats ou ton efficience au niveau du support ou du produit, aujourd'hui, tu rêves de quoi? Alors, il faudrait avoir tous les outils qui permettent d'automatiser complètement tous les problèmes de bas niveau. Ça, ce serait le premier aspect. Et le second aspect, c'est d'avoir répliquer une équipe comme cette personne dont je parlais, qui a chapeauté le support chez nous, pour vraiment créer que des experts qui vont vraiment apporter la satisfaction aux clients de façon assez significative. Je fais uniquement une petite digression. Je vois une question justement sur le profil de ta côté product. Une personne qui nous dit que le rôle de cette personne finalement semble très proche de product designer. Est-ce que c'est le cas? Tu vois une grosse différence entre ces deux profils aujourd'hui? Oui, il y a quand même alors il y a de l'overlap et il y a quand même de la différence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus une experte du produit et qui est une experte sur la partie qui va pas mal overlapper la partie user research, donc la partie vraiment quel est le problème, comment on va creuser un problème, etc., etc. C'est pas forcément quelqu'un qui va trouver les meilleures solutions d'ailleurs, voire loin de là. Et donc justement, elle est pas du tout dans la partie design derrière. Ok, on a compris les problèmes, maintenant on va apporter la solution. C'est moins son rôle. Ça reste quelqu'un, 90% de son temps, c'est de faire du support. C'est pas de faire de la research, quoi. Donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on joue sur ce côté d'empathie naturelle qu'ont des agents de support pour développer un peu cette capacité et les former effectivement, j'ai envie de dire, sur le B.A.B.A. Au début, puis de plus en plus sur la partie vraiment plus user research, un peu plus discovery, mais ça s'arrête là. C'est pas du product design. Ok, donc pour résumer, ton dream, ce serait un peu d'automatiser l'empathie, quoi. C'était possible. Alors, on peut dire ça. Valentin, ton côté, tu es au plus proche du sujet, tu travailles sur ces intégrations. Je pense que il y a des trucs qui t'obsèdent pour améliorer ton produit ou la manière dont ton support de mieux travailler chez tes clients, même chez toi.
Même question que Nicolas. Est-ce que tu as une ligne différente ou au contraire, on reste, c'est assez normal sur la partie automatisation pour se concentrer sur la valeur uniquement? Je pense que ouais, la partie automatisation est importante, et si on extrapole un peu, un des objectifs et un des rêves, si on peut dire, de ce qu'on cherche à faire, c'est si on fait le lien avec le support et le feedback, comment justement on peut faire en sorte que les personnes qui travaillent au support s'épanouissent au maximum dans le métier qu'ils font. Et ça passe par enlever la partie rébarbative du métier de support. Et il se trouve que moi, j'ai fait au cours d'une expérience assez ancienne du support où ça se passait pas très bien justement, et où on est absolument inondé sous les tickets, à répondre tout le temps aux mêmes questions, à créer des macros pour automatiser ça de la meilleure façon possible. Et quand on est dans une situation comme ça, c'est beaucoup de stress, de pression, et on perd le côté agréable du service client justement, ou de la relation client. Et donc le rêve, c'est si on arrive avec notre solution à décharger le support de cette partie, on va dire, rébarbative, et de l'impliquer plus dans des choses qui sont liées au produit, c'est-à-dire vraiment comprendre les besoins du client, les faire remonter de façon qualitative vers le produit qui peut l'utiliser pour s'améliorer, et ensuite pouvoir être la personne qui va annoncer la bonne nouvelle au client et recevoir aussi la récompense en retour. Très clair. C'est la fin de ce talk dans sa ligne rouge. Je vais reprendre un petit peu les quelques questions qui restent. Il y a une question qui est assez structurelle, mais bon, je pense qu'elle est quand même importante pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des SLA particuliers l'un et l'autre sur votre support? J'imagine toi, Nicolas, on regarde la nature de ton activité, ça doit être assez particulier. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot? Ouais, nous, c'est assez particulier, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais nous, concrètement, c'est très simple. On utilise encore beaucoup le téléphone, pour le coup, au support. Et donc, du coup, le numéro de téléphone du support est dispo. Donc, le SLA, il est simple, c'est je reçois un appel, je dois y apporter satisfaction. Si je peux pas, soit j'ai déjà tout ce qu'il faut pour expliquer comment je vais le faire, soit ça va se transformer en un feedback qu'on va essayer de faire remonter par le process qu'on avait créé juste avant, quoi. Mais ça commence par là. Et déjà, être entendu sur le fait qu'on a un problème, et en plus que ce soit un humain qui réponde de façon personnalisée, ça fait 90% du boulot, quoi. Mais évidemment, c'est un cas hyper particulier parce que l'immense majorité de boîtes ne peuvent pas se permettre ça. Nous, c'est lié un peu à notre métier. Donc, il faut effectivement un lien un petit peu particulier. Ouais. Valentin, de ton côté, est-ce qu'il y a une SLA particulière? C'est beaucoup plus important, je pense, en interne que dans les relations avec tes clients, les corporates au sens large. Je pense que ça, c'est un point sur lequel tout le monde sera d'accord. Effectivement, dans l'univers du SaaS qui est le nôtre, il y a des SLA. Ça dépend pour quel type de client, et ça peut varier en fonction de la taille du client et de ses besoins à lui aussi. Après, nous, on s'impose entre guillemets un SLA sur vraiment la réactivité, mais quel que soit le feedback qui est remonté, pour au moins apporter une réponse et donner l'information sur l'éventuelle feature qui pourrait être déjà dans notre roadmap. Donc là, on essaie de vraiment être les plus réactifs possibles. Et parfois, on a la chance d'avoir une équipe technique qui est vraiment au top et qui est capable de parfois délivrer donc les petites améliorations dont je parlais tout à l'heure sur des feedbacks de prospects qui sont en cours de période de trial dans un délai de quelques jours ou d'une semaine. Et ça, on voit que ça a un impact qui peut être vraiment très positif sur des prospects qui sont dans une période d'essai. Super. Merci à vous deux. C'est donc la fin de ce talk. 18h25. On espère qu'on a retenu ceux qui étaient impatients de se précipiter en terrasse. Encore merci. C'est donc la fin de cette 4e journée de la Product Week. Merci à toi, Nicolas, cofondateur et CPO de Ambler. Merci à toi, Valentin, CEO de Harvester. Vous pouvez nous retrouver sur leur site. Et on vous souhaite à chacun un très bon apéro. Merci Hilaire et merci à tous. Merci à tous. Bye. Et bon apéro. C'était cool.
Merci.